Qu'est-ce que c'est KLM Amsterdam, c'est Putain Airlines, hein, dans leur vitrine. Hein, voilà. Faut jamais l'oublier. Hein. Faut jamais l'oublier. La Hollande, c'est le seul pays où vous avez des putes dans des vitrines et vous pouvez acheter autant de drogue que vous voulez. Hein. Et là, vous avez un mec qui se fait arracher sa chemise. Ah, ça y est, vous avez les dindes de BFM. Oh, d'accord, de violence, il se fait arracher sa chemise. Mais espèce de dinde, mais tu te fais arracher ta culotte, mais tu vas pas crier autant. Enfin, je sais pas, c'est quoi le problème? Arnaud de Montebourg l'est érigé en disant c'est un héros, etc. Putain, mais un héros pour avoir trahi son peuple 2 fois? Non mais attends, mais c'est génial. Votre argent ne vous appartient plus, il appartient à la banque. Voilà. Et ça leur permet d'augmenter naturellement leurs réserves fractionnelles et de respecter les différents textes de procédure de BAL 3 ou bientôt de BAL 4 ou BAL 5 de Baltringue, qui sait. Écoutez, tout le monde sait que le dollar est mort. Là on joue les prolongations, c'est tout, c'est la 3e mi-temps. C'est bon. On l'a vu, c'est Goldman Sachs, c'est une banque d'origine anglo-saxonne. Eh bien, Goldman Sachs, qui désormais est l'un des grands dirigeants de l'ensemble de cette colonie américaine qui est devenue l'Europe. Monsieur Peter Sutherland, président de Goldman Sachs International, président pour l'Union européenne du Transatlantic Policy Network, c'est un club de réflexion qui est en train de préparer ce qui est la prochaine étape, à partir de 2014, c'est-à-dire dans 2 ans, la création qui a déjà été approuvée dans votre dos par les parlementaires européens, la constitution d'un grand marché transatlantique, c'est-à-dire l'apparition de cet empire euro-atlantique dirigé par Washington, dans lequel nous sommes voués à disparaître selon les concepteurs de toutes ces opérations, qui veulent éviter tout débat, qui traitent de conspirationnistes tous ceux qui donnent toutes les citations que je fais, et qui veulent surtout que les peuples restent bien en train de dormir devant TF1. Alors Peter Sutherland a fait nommer M. Mario Draghi, qui était son jeune collaborateur, qui a remplacé Jean-Claude Trichet. Il a été nommé président de la Banque Centrale Européenne en novembre 2011. Il était auparavant vice-président de Goldman Sachs Europe. Donc vous voyez que c'est un junior par rapport à Peter Sutherland, ancien vice-président de la Commission européenne, ancien président du groupe de Bilderberg, président de Goldman Sachs International, donc qui a fait nommer M. Mario Draghi. Et puis Goldman Sachs a fait nommer M. Mario Monti à la place de M. Berlusconi. Vous avez vu, je vous ai expliqué pourquoi M. Berlusconi traînait les pieds pour obéir à M. Trichet et à M. Draghi. Donc l'oligarchie a fait comme les empereurs romains, pointer le pouce vers le bas qui désignait la mise à mort des gladiateurs, n'est-ce pas, dans le cirque de Rome quand ils avaient déplu. Donc M. Berlusconi, qu'aucun scandale, je ne suis pas là pour défendre M. Berlusconi, mais je signale quand même qu'aucun scandale de mœurs, aucun scandale financier n'était venu à bout de sa carrière politique, sauf que lorsque l'oligarchie, avec des gens comme Peter Sutherland ou comme Barroso ou comme les dirigeants d'un certain nombre de grandes banques, ont décidé de dégager Berlusconi, il n'a pas pu tenir plus de 10 jours. Et il a été remplacé par M. Mario Monti, ancien consultant de Goldman Sachs, ancien commissaire européen, nommé président, nommé sénateur, il a été nommé sénateur à vie. Pourquoi se gêner? On aurait pu aussi nommer toute sa famille jusqu'à la fin des temps, sénatrice. Il a été nommé sénateur à vie par le président de la République italienne, sur demande, bien entendu. Et ensuite, il a été nommé de là président du Conseil italien, c'est-à-dire le chef du gouvernement, sans élection. C'est comme aussi président du Conseil italien, c'est celui qui a la réalité du pouvoir. Le président de la République en Italie est un chef d'État sans pouvoir. Hein, c'est comme si on nous apprenait qu'on a nommé un nouveau président de la République en France. C'est d'ailleurs presque ce qui s'est passé, mais c'est une autre histoire. Donc, lui, il a été nommé sans élection en novembre 2011. Et puis, vous avez vu qu'il avait succédé, en fait, quelques semaines auparavant, la même chose s'était produite en Grèce, lorsque M. Papandréou, qui était le Premier ministre grec socialiste, qui avait été prévenu par les urnes, lui, il a eu, comme M. Berlusconi, il a eu des états d'âme, il a lancé l'idée d'un référendum, enfin, il n'a pas lancé l'idée, il a décidé, il était le Premier ministre grec, il a décidé d'un référendum pour demander aux Grecs s'ils étaient d'accord. Aussitôt, l'oligarchie a décidé qu'il fallait le descendre, parce qu'il n'était pas tolérable de demander l'avis du peuple grec.
Donc, vous avez eu aussitôt tous les journaux du continent qui ont traîné M. Papandréou dans la boue, et il a été obligé d'avaler son chapeau en revenant à la télévision une semaine après en disant qu'il renonçait à son référendum, ce qui est quand même inimaginable. Et à partir de ce moment-là, il a été dégagé et remplacé par ce nouveau milieu, au sens milieu mafieux. Hein. On a en fait affaire, même si c'est des cols blancs, des cravates, nous avons affaire à un phénomène de nature mafieuse qui est en train de s'abattre sur le continent. Monsieur Papademos, et qui a été nommé Premier ministre grec sans élection. Il était l'ancien conseiller, c'est un grec, Loukas Papademos, ancien conseiller de la Banque fédérale de Boston, aux États-Unis, ancien gouverneur de la Banque de Grèce de 1994 à 2002, au moment même où la Grèce s'est qualifiée pour l'euro grâce à des comptes falsifiés par Goldman Sachs, et ancien vice-président de la BCE. Donc ce monsieur, Papademos, c'est quand même le type qui a falsifié les comptes de la Banque centrale de Grèce avec la complicité de Goldman Sachs pour entrer dans l'euro. Donc ce monsieur devrait être en fait en prison, comme d'ailleurs les autres de Goldman Sachs. Ils devraient être en prison, ces gens-là. Ils ont violé les lois, ils ont violé les comptabilités pour faire entrer dans l'euro. Eh bien, non seulement il n'est pas en prison, mais il prend le pouvoir sans aucune élection. Vous décrivez la mainmise du système économique mondial par un oligopole bancaire. 28 banques, écrivez-vous, gouvernent le monde. Qui sont ces banques ? Ces banques sont essentiellement américaines et européennes. On a quelques banques japonaises, une banque chinoise. Ces 28 banques ont été définies par le G20 de Cannes en 2011 comme étant systémiques, c'est-à-dire ayant la capacité, si elles font faillite, de créer un krach mondial, pas simplement financier, mais aussi économique. Donc ces banques sont évidemment de taille tout à fait gigantesque, puisque dans le monde, il y a à peu près 40 000 banques, mais ces 28 banques ont la particularité d'être si grandes, si monstrueuses, que, en effet, lorsqu'on regarde par exemple leur taille de bilan, on s'aperçoit que les totaux de bilan de toutes ces banques, c'est-à-dire en fait leur force réelle, hein, puisque le total de bilan c'est un indicateur de taille classique pour les banques, on s'aperçoit que ce total de bilan pour toutes ces banques est équivalent à la dette publique mondiale. Ce qui fait que d'un côté on a une force absolument phénoménale en termes de mobilisation de ressources et d'affectation de ces ressources sur les marchés, et puis de l'autre, on a des États qui sont aujourd'hui, comme on le sait, tout à fait surendettés et dont la faiblesse est patente. Comment agit cet oligopole ? Eh bien, en effet, il s'agit d'un oligopole, c'est-à-dire une structure de marché où domine un certain nombre de très grands acteurs par rapport à une foultitude d'acteurs qui sont beaucoup plus petits. Eh bien, cet oligopole occupe des positions dominantes aujourd'hui, car c'est le propre de tout acteur oligopolistique, comme on dit, occupe des positions dominantes sur les plus grands marchés de la finance globalisée. Ils occupent des positions dominantes, par exemple, sur le marché des changes, puisque 5 d'entre eux détiennent 51% des transactions sur le marché des changes. Mais aussi sur les marchés obligataires, sur les marchés interbancaires, sur les marchés des produits dérivés. On retrouve toujours ces 28 banques dans des positions extrêmement dominantes sur ces marchés. Autrement dit, entre ces banques, il y a des relations d'interdépendance. Elles s'observent mutuellement car, évidemment, dominer un marché, c'est une capacité pour faire des profits supplémentaires. Et donc, on est donc devant cet oligopole qui domine ces grands marchés, mais pire, malheureusement, on s'est aperçu que depuis 2005, ces banques non seulement dominent ces marchés, mais aussi s'entendent entre elles, ont des comportements collusifs de façon régulière. C'est pour ça que cet oligopole est devenu aujourd'hui extrêmement dangereux pour la planète. Alors justement, en ce moment, on assiste à quelques procès retentissants, notamment menés par la justice américaine, sur ces manipulations de marché, que ce soit les marchés de taux ou les marchés de change, le Libor, le Ribor, etc. On assiste aussi à des grandes condamnations
sur les de banques pour évasion fiscale. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces procès? Est-ce que c'est avec des amendes, est-ce qu'ils sont suffisants pour faire rentrer cet oligopole dans le droit chemin, si je puis dire, ou est-ce que malgré les montants records d'amendes, c'est totalement de la poudre aux yeux? Alors d'abord, il faut se rendre compte que ces manipulations sur ces grands marchés dont vous avez parlé, Libor, marché d'échange et bien d'autres marchés encore, ont commencé, on le sait maintenant, à partir de 2005. 2005-2006, et se sont poursuivis jusqu'en 2012, 2013, et probablement se poursuivent encore. Donc ces manipulations en bande organisée, on les a découvertes depuis 2012, et les amendes ont commencé seulement en 2012, alors que, évidemment, ces grandes banques ont engrangé des profits pendant toute la période antérieure. Alors actuellement, si on prend par exemple le Libor, pour l'instant, les banques ont payé 9 milliards de dollars sur une période, disons, de 3 ans, alors que ces banques systémiques, bon an, mal an, font entre 250 et 300 milliards de profits. Donc, je ne dirais pas que c'est une goutte d'eau, mais il est clair que ça ne dissuade pas, évidemment, le comportement de ces grandes banques, et particulièrement ce comportement collusif qu'on observe toujours. Comme vous le souligniez tout à l'heure, les grandes banques sont devenues des monstres par rapport aux États. Et les États, vous dites, sont otages désormais du système financier et de ces 24 banques systémiques. Est-ce que cela explique le fait que finalement, après la crise de 2008, on n'ait pas vu beaucoup de mesures pour cadrer ce système financier? Oui. Alors, il est vrai que, comme maintenant tout le monde le sait, que ces grandes banques ont été à l'origine de la crise financière de 2008, que ce sont elles qui ont demandé aux États de mettre en place les moyens de sortir de cette crise, et notamment pour elles de s'en sortir avec des recapitalisations importantes. Par ailleurs, il est clair que tous ces prêts toxiques qui ont été donc révélés au moment de la crise se sont transformés en dette publique. C'est tout à fait clair. Donc on voit bien qu'une des conséquences sur les États aujourd'hui, c'est tout simplement la nature des politiques économiques qui sont menées actuellement dans chaque pays. En Europe, mais pas seulement en Europe, un peu partout dans le monde, on a des politiques restrictives, tout simplement parce que les États ne maîtrisent pas leur monnaie, ne sont plus souverains en matière monétaire, ce sont les banques centrales et les banques qui créent la monnaie. Et donc, voilà, les États sont devenus otages à travers leur politique économique. Et puis, les régulateurs financiers, finalement, ont imposé aux banques des mesures, je dirais, presque superficielles. Qu'est-ce qu'on a demandé aux banques? On a demandé de relever légèrement leurs capitaux propres, soi-disant pour assurer de leur part une meilleure garantie par rapport à leur activité. Mais ce relèvement a été tout à fait miné, et ça a été présenté comme la mesure phare de la régulation prudentielle les concernant. Alors il y a eu aussi autre chose en Europe, c'est qu'on a mis en place un système de résolution bancaire, c'est-à-dire on a mis en place des procédures qui, lorsqu'il y a une faillite de banque, ça ne soit pas directement et en premier lieu les contribuables qui payent. On fait d'abord payer les actionnaires, ensuite un fonds particulier, et puis après, évidemment, après, ce seront les contribuables. Vous pensez qu'on peut connaître une nouvelle crise financière? Alors, puisqu'on n'a pas changé les logiques de fond de ces grandes banques, qui, naturellement, font une grande partie de leurs profits sur les marchés financiers, non pas à travers l'activité de crédit, mais essentiellement à travers leurs activités financières, que ces activités sont extrêmement spéculatives, qu'on n'a pas cherché, avec des lois de séparation, à isoler ces activités financières des activités de crédit, que ces logiques sont toujours là, que fondamentalement, ces logiques financières sont devenues dangereuses à cause de l'énormité
de ces produits financiers particuliers qu'on appelle des produits dérivés, qui ont été à l'origine de la précédente crise, eh bien, toutes les conditions sont réunies, en effet, pour qu'on ait un prochain cataclysme financier qui pourra survenir soit à travers le défaut d'un État, qui ne pourra plus payer ses intérêts ou rembourser des dettes qui arrivent à échéance, soit à travers le défaut d'une grande banque systémique, soit aussi peut-être avec des phénomènes de bank run qu'on peut peut-être voir de nouveau se produire si les citoyens perdent la confiance dans leur banque. Un de vos postulats, vous dites, pour reprendre en main le contrôle des banques et pour limiter le risque de crise financière, c'est que les États reprennent en main le contrôle, la création monétaire. Et donc, jusqu'à présent, ça fait 30 ans, quoi, au contraire, où on a assisté à une libéralisation de tous les marchés et où les États ont abandonné tout ce pouvoir de création monétaire et de contrôle monétaire. Vous pensez qu'on peut revenir en arrière? Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Je ne crois pas, parce qu'on est dans un monde qui est aujourd'hui mondialisé. Ce qui s'est passé depuis plus de 40 ans maintenant, c'est clair. On a, comme vous l'avez très, très justement dit, libéralisé de très grands marchés financiers et très grands marchés monétaires. On a libéralisé les taux de change, on a libéralisé les marchés de taux d'intérêt. Or, taux de change, taux d'intérêt, hein, ce sont des variables essentielles de gestion de la monnaie. Or, le fait que ces variables essentielles soient gérées par les marchés, non plus par le politique, comme c'était le cas auparavant, a créé cette immense industrie de produits dérivés qui, aujourd'hui, normalement est censée, évidemment, assurer une certaine stabilité du système, mais en réalité, comme ces produits sont également des produits extrêmement spéculatifs, créent de l'instabilité en permanence dans le système. En donnant de plus en plus d'autonomie à leurs algorithmes, les traders haute fréquence ajoutent de la confusion. Ils mettent peu à peu en danger tout le système boursier. La finance mondiale va ainsi connaître son premier crash électronique. Nous sommes le 6 mai 2010, en milieu de journée. Quelques minutes qui vont changer la vie de Dave Lauer. À l'époque, ce jeune talent de l'informatique invente des codes pour un grand fonds d'investissement. Ça a été une journée de dingue. Le marché était déjà assez volatile. La télé diffusait en boucle les émeutes en Grèce. Ce que vous voyez, c'est ce qui se passe en ce moment en Grèce. C'est du direct, ce n'est pas un enregistrement, c'est maintenant. On avait CNBC au travail. J'ai levé la tête et d'un coup, le Dow Jones a chuté de 100 points. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. La chute a commencé à 14h42 44 secondes, comme on peut le voir juste là. Tous les signaux sont passés au rouge. Toutes les actions sont parties à la baisse. Je suis allé voir mon chef et je lui ai dit, le marché vient encore de perdre 200 points en 2 minutes. Je crois qu'il se passe quelque chose. Il a regardé la télé, il s'est mis à réfléchir. Tout dégringolait. Comme dans tout crack financier, il y a un effet d'emballement collectif. Le marché s'est mis à dérailler totalement. Tout d'un coup, certaines actions plongeaient à zéro, d'autres grimpaient à 1000 $. En moins de 2 secondes, une valeur boursière très solide comme Walmart a décroché de 5%. Procter & Gamble a déjà perdu 25%. Ne faites pas attention à ça, c'est impossible que ça reflète la réalité. J'ai immédiatement appelé mes traders pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Ils étaient littéralement pétrifiés. Ils m'ont dit, on n'en a aucune idée. Un des patrons de la boîte arrive et hurle, débranchez tout, cassez-vous des marchés. Alors tout le monde se précipite pour quitter les logiciels, éteindre les machines. À partir du moment où plusieurs centaines de firmes se retirent du marché parce qu'elles commencent à perdre beaucoup d'argent, le marché s'effondre. J'en vois beaucoup qui paniquent. Avec la chute, il y en a même qui veulent acheter de l'or pour assurer leurs arrières. À ce stade-là, on a vraiment cru que le système entier pourrait s'effondrer. À un certain moment, le plus grand marché de Chicago a décidé de stopper toutes les transactions. D'un seul coup, tout s'est effacé. Il n'y avait plus d'achat ou de vente, le marché a disparu. Personne ne savait plus quoi faire. Ça n'a pas duré longtemps, mais je peux vous dire que ces quelques secondes ont été traumatisantes. On n'avait jamais vu quelque chose comme ça. On n'avait même jamais imaginé que le marché puisse disparaître d'un coup. Ils ont utilisé un disjoncteur qui a tout arrêté pendant 5 secondes. Pas plus. Quand ils ont rallumé,
Les cours ont remonté peu à peu à leur niveau. Le fait de stopper toutes les machines pendant 5 secondes a permis, probablement, à ces algorithmes de repartir sur des bases un peu plus saines. Ce crash n'aura duré que 5 minutes, mais c'est la chute la plus énorme de l'histoire de la bourse. Les cours ont plongé de 1000 milliards de dollars, 3 fois le budget de la France avant de remonter. Pendant des décennies, une journée normale à la bourse, c'était ça. Des milliers d'initiés avec leur dialecte propre, une douce musique aux oreilles des spéculateurs. Plus les années ont avancé, plus la frénésie des voix s'est intensifiée, en diapason avec la folie des marchés. C'était à qui crierait le plus fort. Aujourd'hui, au plus fort de la journée, on se croirait dans une bibliothèque municipale. Seule une centaine de courtiers peuplent encore les lieux. Quand je suis arrivé ici, il y a 17 ou 18 ans, il y avait 5000 personnes sur ce parquet. Et ça criait alors? Ça hurlait même. 85% des échanges se faisaient ici sur le parquet de la bourse. Aujourd'hui, ce n'est plus que 20%. Ce n'est plus grand-chose. Ça vous manque l'atmosphère du bon vieux temps, les gens qui criaient, qui se battaient pour prendre des ordres? Il y a une partie de moi qui est très nostalgique de cette époque. Mais ça représente toujours quelque chose pour les gens. Même si tout ça n'est peut-être plus qu'un décor, ça représente quelque chose. Ça représente le capitalisme. Ça représente la bourse. Ça représente un symbole vivant. Un décor. Voilà tout ce qu'il reste. 200 millions de titres y sont tout de même échangés chaque jour. Comme en Europe, des programmes informatiques achètent et vendent des actions en remplaçant peu à peu les hommes. 70% des opérations boursières aux États-Unis, 40% en Europe sont ainsi gérés par des ordinateurs ultra puissants. Pour certains, cette robotisation du système aurait des répercussions dramatiques. Au printemps dernier, un homme a des révélations explosives à faire sur les marchés financiers. Il s'appelle Michael Lewis. C'est un ancien trader devenu journaliste économique. Que dénoncez-vous? La bourse est truquée. Par qui? Par l'entente entre les bourses, les grandes banques de Wall Street et les traders haute fréquence. Ils ont rendu le système tellement compliqué qu'on ne peut pas le comprendre et donc pas le remettre en cause. Et tout ça est fait par des ordinateurs? Oui, par des ordinateurs. Ça va beaucoup trop vite pour l'homme. Les humains ont été supprimés des marchés. Qui sont les victimes? Tous ceux qui ont des actions en bourse. Cette affirmation, Michael Lewis la développe dans un livre, Flash Boys, qui devient très vite un best-seller. Aux États-Unis, l'écrivain est un intellectuel très respecté pour la qualité de ses enquêtes. En quelques jours, il enchaîne les plus grands plateaux télé. Aujourd'hui, le monde entier dénigre les banques, les banquiers, la finance. Vous levez tous les matins en criant « je vous l'avais bien dit ». Je ne considère pas les traders haute fréquence comme des bandits. Pas du tout. Est-ce qu'on reproche au lion de dévorer une antilope? En fait, c'est plus le système qui est devenu dingue. Ces traders, ils sont programmés pour faire quoi? Pour tirer profit de toutes les opportunités, de la moindre faille du système. Ils ne sont pas programmés pour décider si c'est moral ou immoral ou bon pour le monde. Ils ne raisonnent pas comme ça. L'enquête de Michael Lewis est digne d'un polar, presque de la science-fiction. Voici un monde dans lequel il ne suffit pas d'avoir du talent pour commercer. Il faut d'abord contrôler la vitesse. Devenir maître du temps. Trouver le rythme que les autres n'ont pas. Nous allons rencontrer l'informateur de Michael Lewis. Brad Katsuyama est un lanceur d'alerte, l'un des premiers à avoir dénoncé le fonctionnement du système. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Merci de vous être libéré. Pas de problème. On va à votre bureau? Ok.
Quand ce trader arrive à Wall Street en 2001, il gagne 150 000 € par mois hors bonus. À 24 ans, ce prodige dirige une équipe de 30 courtiers à la Banque royale du Canada. Il ne va pas tarder à découvrir la loi impitoyable de la finance. Mais quelle vue! Ça donne envie de monter sur un bateau et de partir au large. Ah, vous savez, quand on travaille ici depuis longtemps, on n'y fait même plus attention. Brad, comment est-ce que tout a commencé? Moi, mon métier, ça a toujours été de faire du trading. Jusqu'en 2007, tout ce que je voyais sur mon écran, que ce soit un achat ou une vente, je pouvais m'y fier à 100%. S'il y avait 10 000 actions disponibles, je faisais une offre pour ces 10 000 actions. Mais à partir de 2007, ce qui s'est passé, c'est que quand je voyais 10 000 actions sur mon écran, le temps de taper ça sur mon clavier, l'ordre partait, et ça me revenait en disant « Vous avez acheté 7 000 actions ». 7 000 actions? Oui, et en 2008, ce n'était plus que 6 000. En 2009, je n'en obtenais plus que 5 000. Plus le temps passait, plus la part de ce que je voyais à l'écran diminuait. Quand je demandais à mon service informatique « Qu'est-ce qui se passe avec mon ordinateur ?» Il me répondait qu'il y avait beaucoup de monde sur le marché et que d'autres personnes voulaient acheter des actions exactement au même instant que moi. Moi, je leur ai dit « Je vais vous prouver que vous avez tort. Je vais acheter ça, mais je ne vais passer l'ordre que dans 5 secondes. Si pendant que je compte, les actions disparaissent, ok, c'est que nos ordres coïncidaient et que quelqu'un d'autre voulait acheter. » 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est comme ça que vous avez découvert que quelque chose n'allait pas? Oui, on a compté, et c'est seulement quand j'ai appuyé sur Entrée que les offres ont changé. En faisant cela, je leur ai démontré que j'étais le déclencheur. La seule raison pour laquelle les prix augmentaient, c'est que je voulais acheter. C'est comme si quelqu'un lisait vos pensées. Oui, je me suis dit que quelqu'un était beaucoup plus rapide que nous. En fait, ce qui arrive à Brad Katsuyama, c'est un peu comme si une famille faisait la queue pour acheter des places de cinéma. Quelqu'un voit la longue file d'attente, il passe devant tout le monde sans que personne ne s'en aperçoive. Il achète une bonne partie des tickets. Quand vient le tour de la famille, il n'en reste plus assez au guichet. Pour aller voir le film, elle est obligée d'acheter ses places à ce nouvel intermédiaire, mais évidemment un peu plus cher. La banque de Katsuyama perd ainsi des dizaines de millions de dollars. Il décide alors de recruter une équipe pour comprendre qui le devance et surtout comment. L'enquête dure 1 an. Et c'est l'un d'entre eux, Ronan Ryan, qui va découvrir comment leurs concurrents les devancent systématiquement. La solution de l'énigme tient dans une carte qu'il conserve précieusement. Elle indique l'itinéraire des traders haute fréquence. Vous, Ronan, vous ne venez pas de la banque. Non, non, c'est clair. Et qu'est-ce que vous faisiez avant de rencontrer Brad et de travailler avec lui? Je travaillais dans les télécoms. Et vous ne connaissiez rien à la bourse? Non, vraiment rien. Quand je suis arrivé le premier jour, j'ai assisté à une réunion de 3 heures sur le trading algorithmique et j'en suis ressorti en n'ayant pas compris un mot de ce qu'ils avaient dit. Mais ça a été aussi un choc pour Brad parce qu'il a reconnu que lui ne savait pas grand-chose de la technologie utilisée par ses ordinateurs. Alors on a fait donnant-donnant. Toi tu m'enseignes le trading, qui pour moi est du chinois, et moi je vais t'apprendre la technologie à laquelle tu ne comprends rien. Parlez-moi de cette carte. Il y a Manhattan, là c'est Jersey City. Oui, c'est tout le New Jersey. Comme certains le savent, il y a aujourd'hui 11 bourses aux États-Unis et la plupart sont dans 4 bâtiments dans le New Jersey. Et la manière dont vous êtes relié à ces 4 centrales informatiques, c'est devenu capital pour le trading électronique. Ce que j'ai découvert, c'est que certains ont réussi à prendre un chemin plus court, en suivant les autoroutes, les routes. Enfin, sauf quand il y a des maisons qu'il faut contourner. On ne peut pas y aller à vol d'oiseau, ils utilisent de la fibre optique. Pour avoir cette carte, j'ai dû harceler les opérateurs. Je répétais, dites-moi où passent vos fibres. Je leur ai fait croire que je voulais devenir un client. Dans les télécoms, ces cartes, c'est le nerf de la guerre, ça vaut de l'or. Ils ne les lâchent pas facilement. En jouant au détective, Ronan Ryan a découvert le parcours de ses rivaux. Les ordres de Brad Katsuyama partent de Manhattan et arrivent à une première bourse dans le New Jersey. C'est là que l'attendent les traders haute fréquence. Quand l'ordre de Katsuyama repart pour la bourse suivante, ces traders ultra rapides sont capables de le devancer grâce à leurs fibres et de faire augmenter le prix avant que son ordre n'arrive. Et c'est pareil avec toutes les bourses de la région.
Avec le recul, Brad, vous n'avez pas été un peu naïf? Personne ne pouvait s'apercevoir de ce qui était caché dans l'ombre? Je peux vous garantir qu'on n'a pas été les premiers à découvrir ces fibres secrètes. Peut-être, je sais pas, les 10e ou les 15e. Mais tous ceux qui ont découvert le poteau rose ont voulu en tirer avantage. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, quand un système a des failles, c'est d'utiliser ces failles à son profit. C'est ce que beaucoup ont choisi de faire. C'est comme si vous vous apercevez qu'une machine à sous dans un casino est déréglée, on gagne à tous les coups, et on ne veut le dire à personne. C'est ça le trading haute fréquence. Ces révélations enflamment Wall Street. Certains traders haute fréquence sortent même de leur silence pour l'affronter sur les plateaux télé. Avec nous, Manoj Narang. En 2007, il dirigeait un fonds d'investissement et il a découvert les mêmes couacs sur le marché que Brad Katsuyama. Mais sa réflexion l'a conduit dans une toute autre direction. Manoj Narang a créé une entreprise de trading haute fréquence appelée TradeWorks. On a effectivement remarqué les mêmes choses que Brad en 2007 sur les transactions. Mais plutôt que de hisser le drapeau blanc et de dire on se rend, on ne fera jamais partie des gagnants, nous, une petite entreprise de 7 employés, on a décidé d'améliorer notre réseau télécom, de décortiquer tous les textes de la régulation. On a aussi mis à jour tous nos systèmes informatiques. Et devinez quoi, on a vu une amélioration miraculeuse de nos résultats. Pour votre seul profit? Non, pas que nous. On a commercialisé notre technologie. Et aujourd'hui, on génère 5% de tout le marché américain des actions. 5% du marché américain, ça veut dire 300 millions d'actions par jour. Des milliards de dollars brassés. En banlieue de Londres. J'avais jamais entendu parler de Basildon de ma vie, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je crois que les seules personnes qui connaissent Basildon sont les fans de Dépêche Mode, puisque le groupe s'est formé là-bas. Mais sinon, c'est le bâtiment qui abrite aujourd'hui la bourse de Paris. Vous, comment est-ce que vous avez découvert cet endroit? Alors, quand j'ai appris que la bourse de Paris se trouvait en banlieue de Londres, j'étais quand même plutôt surpris. Je voulais visiter l'intérieur du bâtiment, ce qui m'a été accordé au bout de quelques longs mois de demandes et d'explications. Il y a des traders qui bossent à Basildon? On ne va pas trouver des traders au sens où on l'entendait autrefois. On a affaire à des machines et non plus à des humains en chair et en os. Donc il y a juste la bourse de Paris à cet endroit-là? Alors il y a aussi la bourse d'Amsterdam et la bourse de Bruxelles, puis la bourse de Lisbonne et du Luxembourg qui se sont installées au même endroit quelques années plus tard. Basildon, capitale de l'Europe de la finance. À la sortie de la ville, au milieu d'une zone industrielle, voici l'endroit où se concentre une grande partie des bourses du continent depuis 2010. Ce bâtiment bleu nuit s'étire sur l'équivalent de 5 terrains de football. La bourse de Paris est là, je pense qu'elle est à peu près à ce niveau-là. Donc une fois passé les deux grillages où il y a des chiens la nuit qui surveillent tout ça. Il y a des caméras partout. Il y a des caméras partout. Une fois passé le mur métallique là qui ne protège pas grand-chose, on a un mur énorme, je crois de 3-4 mètres d'épaisseur. Là, il y a un mur de 4 mètres. Si un avion se crache sur le data center, la bourse elle continue de tourner parce qu'il y a ces murs énormes qui protègent l'infrastructure technique qui est à l'intérieur. Le lieu est très sécurisé. Interdit au public, le plus discret possible. Le bâtiment ne comporte aucune inscription. Impossible de deviner que derrière ce drapeau britannique se cache le nouveau palais Brognard. Donc c'est un lieu ultra secret, fermé au regard, mais quand on entre, on voit quoi? On a des portiques sécurité comme dans un aéroport. Au deuxième étage du bâtiment, on a les bourses elles-mêmes qui sont en fait des serveurs informatiques installés dans des cabinets. Un cabinet, c'est un peu de la taille de votre frigo dans lequel on installe des différents serveurs. Donc en fait, ce bâtiment énorme a été construit pour faire tourner toutes ces machines qui sont en fait, dont la pièce principale, les marchés eux-mêmes, sont des serveurs qui ont à peu près cette taille. Et donc très simplement, si quelqu'un à Paris ou à Bordeaux demande à son banquier de lui acheter tant d'actions d'une compagnie, en bout de ligne, ça va se passer ici.
Absolument, si cette compagnie est cotée au CAC 40, l'ordre va passer par un certain nombre d'intermédiaires humains et techniques et au final, c'est un algorithme qui se trouve ici qui va acheter l'action que vous avez demandé à votre banquier d'acheter pour vous, tout simplement. C'est utile à l'économie le trading haute fréquence? Non, il n'apporte rien au marché, il ne fait que capter une rente parce qu'il est plus futé, plus rapide, plus technique que les autres. Si on admet que c'est la façon normale de traiter, le marché financier se déconnecte complètement de la notion de valeur d'une entreprise. C'est quoi une action cotée en bourse? C'est une fraction d'une entreprise qui est censée représenter la valeur de cette entreprise. Pour eux, traiter une action X ou une action Y, c'est comme traiter un jeton de casino. Il n'y a aucune différence. Le seul intérêt, c'est que ça s'échange en permanence. On pourrait se dire, après tout, il y a des gens malins qui gagnent de l'argent. Tout va bien. Et moi, ça me va très bien comme raisonnement. Sauf que, si ça se fait au détriment de l'intérêt général étant qu'on a besoin d'une économie qui puisse être financée par les marchés financiers, là, on commence à avoir un problème. C'est par pudeur que vous ne dites pas que c'est une arnaque? Juridiquement, le trading à haute fréquence est parfaitement légal. D'un point de vue philosophique, ça consiste à créer un leurre. Voilà. À créer un leurre, je vous leurre, regardez, il est beau mon prix, vous y allez. Et puis ça va tellement vite qu'on s'en aperçoit peut-être même pas. Ça va tellement vite qu'on s'en aperçoit pas, ou que quand on s'en aperçoit, il est trop tard. C'est comme si on était sur une autoroute. Vous savez, sur nos routes américaines, bon, on a une limitation de vitesse. Et les gens respectent les limitations de vitesse, non pas parce qu'il y a un panneau, mais parce qu'ils ont peur de prendre une amende. Alors, imaginez, si vous savez que la police ne fait jamais de contrôle, que se passera-t-il au bout d'un an? Tout le monde roulera à fond la caisse. Et c'est exactement ce qui se passe sur les marchés. Il n'y a pas de police. Au milieu du désordre, dans une des pièces de son appartement, ses serveurs. Il y archive depuis 10 ans de très nombreuses séances des bourses américaines. Et voilà mon bureau. 16 heures par jour, il scrute ces 4 écrans où défilent à la milliseconde les séances de la bourse, détectant chaque anomalie, chaque manipulation. Son expertise, il la vend à tous les plus gros investisseurs qui se méfient des marchés. Eric Hunsider est la bête noire des traders haute fréquence. Les algorithmes sont fourbes. Ils vont grappiller des sommes lentement. Et du coup, c'est dur de pouvoir dire « Hey, ce gars-là vient de m'arnaquer. Je n'ai pas été capable d'obtenir ce que j'aurais dû avoir. » Les gens des fonds d'investissement traditionnels, ils voient bien, d'expérience, que quelque chose ne tourne pas rond. La bourse n'est pas très active et quand j'y vais, tout d'un coup, les prix augmentent, alors que je n'ai presque rien fait. Ils n'ont plus du tout confiance. Ça veut dire que le marché est truqué? Oui, absolument, c'est... Je crois qu'on peut dire ça, c'est vraiment le mot. En France, certains s'intéressent aussi à décrypter ces abus. Robert Hera est expert informatique. Il étudie les algorithmes boursiers depuis 5 ans. Il y a une pratique qu'il aime particulièrement. C'est ce qu'on appelle le quote stuffing. Quote stuffing, ça veut dire bourrage d'ordre. Je vais donner un exemple. Vous êtes dans un restaurant, vous arrivez à 15, vous commandez 15 entrées, et au moment où le cuisinier prépare la première, vous rappelez le serveur en disant « j'ai changé d'avis, je veux pas d'entrée ». Vous faites ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. À votre avis, à combien de fois faut-il le faire pour que vous vous fassiez virer du restaurant? Le quote stuffing, c'est ça. Vous dites « j'achète 10 actions de cette société », puis un millième de seconde après, vous dites « non, finalement, j'en veux pas ». Donc vous créez du bruit. Alors ça, c'est ce que on pourrait appeler une attaque par la complexité, c'est-à-dire que vous allez faire perdre du temps aux logiciels des autres sociétés qui vont devoir analyser tous ces ordres sans savoir lesquels vont être effectivement passés. Donc les logiciels passent beaucoup plus de temps à faire ça qu'à réellement passer des ordres, parce que plus de 90% des ordres du marché sont de faux ordres, en fait, du quote stuffing. Déjà, la première chose, c'est estimer, évaluer le ralentissement chinois.
Alors vous le savez, ça fait longtemps qu'on le dit. Croire encore aux chiffres qui sont diffusés par le gouvernement nous paraît complètement à côté de la plaque, pour être franc. Et on s'appuie sur des chiffres qui sont beaucoup plus simples à notre sens et qui nous fournissent des bonnes approximations du rythme de croissance chinoise qui a quand même été le premier contributeur à la croissance mondiale depuis 15 ans. Le premier, il est très simple, c'est les prix des matières premières. C'est le premier consommateur de matières premières au niveau mondial, quelle que soit la matière première quasiment maintenant. Donc c'est simple, quand vous avez un pays qui pèse 40% de la demande mondiale des métaux industriels, regardons les prix des métaux industriels pour savoir comment elle évolue et comment son rythme de production, donc sa croissance, évolue. Et ça baisse depuis un moment. Eh bien voilà, ça fait déjà depuis 2012, même 2011 qu'on a atteint un sommet sur les prix des matières premières d'un point de vue général. On étudie le CRB dans le métier pour suivre le prix des matières premières dans leur ensemble. Et on voit quoi? On voit qu'on est véritablement entré dans un cycle déflationniste, un cycle de baisse fondamentale des prix des matières premières depuis 2012. Le ralentissement chinois, il ne débute pas aujourd'hui, on en prend peut-être conscience aujourd'hui, mais il a déjà commencé depuis 2012 et il ne cesse de s'aggraver parce que, en Chine justement, lorsqu'on regarde d'autres chiffres comme la production de l'électricité, qui est une très bonne approximation de la création de richesse. Je crois qu'on vous a amené un graphique sur le sujet d'ailleurs. C'est bon qu'il n'y a pas à l'écran. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui la production d'électricité, pour un pays qui produit beaucoup bien sûr, elle est totalement liée, je dirais, à son rythme de création de richesse. Elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on est à peu près au même niveau qu'en 2008-2009. Donc la situation est complexe en Chine, et elle préfigure quoi? Elle préfigure encore une fois les difficultés que rencontre le gouvernement à rendre réelle leur promesse, cette fameuse promesse de transformer un modèle qui a été tourné jusqu'à maintenant essentiellement sur les exportations, mais aussi beaucoup sur de la dette et de l'investissement, vers un moteur de croissance qui serait beaucoup plus tourné sur la demande intérieure, sur la solvabilité des ménages chinois, et qui deviendrait enfin le moteur de la croissance chinoise. On n'y croit pas une seconde. Enfin, sur le fait qu'ils arrivent à le faire sans assumer d'accident de croissance, on n'y croit guère dans un horizon de moyen terme. Alors, je reviens à ma question initiale. Est-ce que le ralentissement chinois que vous actez peut conduire à une décélération notable, voire à une récession au point de l'économie mondiale, je laisserai Olivier répondre sur les États-Unis et l'Europe, mais quand même, une chose importante à avoir en tête dans tout ça, c'est que depuis 4 à 5 ans, la Chine a bien sûr été un moteur de croissance, mais pas qu'elle. Beaucoup de pays avaient bénéficié de prix des matières premières très élevés. Il y a beaucoup de croissance, notamment de pays émergents, qui ont affiché des très fortes croissances grâce à ça, des très forts excédents courants grâce à cela. Et il faut avoir en tête que ce qui marche dans un sens marche aussi malheureusement dans l'autre. Et tous ces pays qui ont accumulé des tonnes d'excédents courants qui se sont déversés du coup sur nos marchés, immobiliers, financiers ou autres, durant un certain nombre d'années, ou même en termes de consommation et qui ont boosté nos exportations, sont en train de disparaître. Avec des prix des matières premières si bas, vous pouvez être inquiet pour l'ensemble des pays producteurs de matières premières, qu'ils soient énergétiques ou autres. Donc on pense au Canada, à l'Australie, bien sûr aux pays d'OPEP. Tous ces pays-là seront bien entendu auront un impact sur l'économie mondiale, sur sa capacité à afficher des taux de croissance aussi élevés qu'auparavant. Et je pense que c'est le premier levier de contagion du ralentissement chinois. Il y a un graphique, avant qu'on parle des États-Unis, qui me plairait que vous commentiez. C'est un indice CRB, donc l'indice des matières premières, qui est mis en relation avec le PIB réel mondial. Oui, là encore. Et ce graphique est plutôt alarmant. Bien sûr, on voit qu'historiquement, on a un lien très fort entre l'évolution du prix des matières premières. Encore une fois, c'est le meilleur thermomètre du rapport entre l'offre et la demande, du côté de la demande d'ailleurs, et l'évolution de la richesse créée au niveau mondial. Et on voit quoi? On voit qu'au regard de la baisse qu'on connaît depuis le début de l'année, on n'a pas connu une baisse aussi forte et aussi violente depuis 2008. Et à l'époque, la croissance mondiale, elle avait affiché combien? 0. Alors là, on voit les prévisions de croissance mondiale telles qu'elles sont définies par le consensus, tout à fait. Elles sont a priori bien au-delà en tout cas de ce que nous disent les prix des matières premières. Alors peut-être que par des artifices arithmétiques, on n'affichera pas les zéros, et probablement on n'atteindra pas 0, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les 3,5% anticipés aujourd'hui de croissance mondiale ne seront pas atteints, on sera probablement en dessous de 3. Après, l'évaluer sera un petit peu plus difficile. C'est une mauvaise cohabitation. En fait, c'est dû au QE et c'est dû plus largement à ce qu'on appelle la planche à billets, vulgairement, mais qui provoque cette espèce de cohabitation forcée entre la déflation et l'inflation. Donc parler d'un des deux, ou se faire peur avec un des côtés du problème, me paraît peu justifié et peu justifiable, parce que aujourd'hui les deux coexistent, et que c'est justement
une bombe, une réelle alors non conventionnelle pour ce qui concerne le QE, mais c'est un agent destructeur de l'économie, mais au niveau économique, fondamental, pas au niveau marché. Alors on va rentrer un peu plus loin dans l'explication. Tout d'abord, quand vous dites le QE provoque de l'inflation, et d'ailleurs, vous précisez, généralement, c'est de la mauvaise inflation. C'est quoi? C'est de l'inflation des matières premières? Non, c'est de l'inflation plus largement de tout ce qui a été financiarisé et qui, malheureusement, fait partie du coût de la vie, mais du coût de la vie indispensable, vital, des ménages. C'est-à-dire, en gros, le logement, l'énergie et surtout la nourriture. Et que la financiarisation de ces trois éléments fait que vous avez, suite au QE, c'est-à-dire, le QE c'est quoi en gros? C'est on donne de l'argent frais, en abondance, à des banques qui l'utilisent non pas pour faire des prêts aux entreprises ou autres, ou aux particuliers, mais qui l'utilisent pour aller jouer sur les marchés. Et notamment ces marchés-là, ces marchés de matières premières ou ces marchés d'actifs financiarisés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites monter les prix de ces actifs-là et en revanche, les salaires ne montent pas, les revenus ne montent pas. Et donc vous avez de plus en plus de difficultés simplement pour vivre, c'est-à-dire pour s'acheter le minimum vital. Et donc ça c'est du côté inflation. Alors vous avez un deuxième phénomène, mais qui est relié au premier, c'est que quand vous faites du QE, généralement, vous faites baisser la monnaie, puisque c'est même un des buts affichés du jeu. Donc, vous faites baisser la valeur de la monnaie. Or, il faut savoir que dans certains pays, comme par exemple le Japon, je pense qu'on va en parler après, dans certains pays, vous avez une énorme partie de la nourriture qui est importée, et que dans ces pays qui importent une grande partie de leur nourriture, eh ben, vous avez une flambée des prix, puisque vous l'achetez avec une monnaie qui ne vaut pas grand-chose. Donc vous avez une flambée des prix qui renforce encore l'inflation sur ces... qui affaiblit la demande. Voilà. Et donc vous avez une inflation qui est très réelle, simplement qui est centrée sur quelques actifs, et qui sont des actifs qui, malheureusement, n'arrange pas le ménage. Ça, c'est pour la partie inflation. Et on a aussi la déflation. On a aussi de la déflation. Pourquoi? Alors, c'est un phénomène un peu plus... D'abord, parce que je vous ai dit en préambule que les banques ne prêtaient pas l'argent qu'on leur donnait. Elles allaient le jouer sur le marché. Donc ça, le fait de ne pas faire de crédit aux entreprises ou de crédit aux particuliers, bah, évidemment, c'est déflationniste, hein. En termes monétaires, pas en termes de prix, mais en termes monétaires, c'est déflationniste. La deuxième chose, c'est que vous avez des entreprises qui aujourd'hui constatent des inputs, ce qu'on appelle des inputs, c'est-à-dire des prix venant de l'extérieur, prix des matières premières, prix de l'énergie, qui montent aussi, et donc, prix aussi pour certaines grandes exportatrices, notamment japonaises, comme Sony par exemple, qui a fait son énième profit warning là-dessus, c'est simplement que beaucoup sont des assembleurs. Donc ils vont acheter des produits semi-finis à l'étranger et donc avec une monnaie faible. Donc elles doivent composer avec une hausse des prix importés. Donc elles doivent composer avec une hausse des prix importés. Qu'est-ce qui est en dehors du pricing power qu'elles n'ont plus? Pourquoi? Parce qu'elles ont moins en moins de clients, puisqu'elles les ont tous virés, que c'était leurs salariés. Elles ont de moins en moins de clients, et que maintenant, dans le monde dans lequel on vit, il est difficile de monter les prix. Donc vous avez un pricing power qui a diminué. Qu'est-ce que vous faites si vous voulez baisser vos coûts? Eh ben, vous virez les gens, ça c'est la première chose, et puis vous coupez vos investissements productifs et de recherche. On a un double effet qui se coule.
Donc on a un double effet qui se coule. D'abord, on se tire une balle dans le pied sur le long terme, puisqu'on ne fait plus de recherche. Et puis, on vire des gens qui, évidemment, vont consommer moins, parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus de revenus, donc ils vont consommer évidemment moins. Et là, vous baissez les coûts. Quand vous baissez les coûts, c'est une politique qui est foncièrement déflationniste. Hein, on est bien. Bon. Donc, vous avez cette double action, cette cohabitation entre de la déflation et de l'inflation, de la mauvaise inflation, entre guillemets, et qui fait quelque chose qui est profondément destructeur pour les économies, avec en plus, alors là, si on veut parler du Japon, parce que c'est l'exemple parfait, d'abord, M. Abe avait oublié qu'il vivait sur une île et que, par définition, tout vient de l'extérieur, et au Japon, c'est particulièrement vrai. Donc on assiste à une aggravation du déficit commercial, de fait. En plus renforcé évidemment par la catastrophe de Fukushima, que certains analystes nous ont présenté comme une chance pour l'économie japonaise, comme quoi la bêtise n'a aucune limite. Voilà, vous êtes dans un pays qui importe énormément, dans lesquels les prix alimentaires ont augmenté de plus de 50% en un an, dans lesquels le prix de l'énergie a augmenté de plus de 70% en un an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Japonais, qui a en plus, pas de chance, il a une démographie qui est épouvantable, avec un vieillissement de la population qui est effarant, on dit, alors je ne veux pas discuter de ça, des gens sûrement très bien qui ont fait ça, qui donnent en 2050 la population japonaise qui aura perdu près d'un tiers de ses membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer de 127 millions à 80 et quelques millions de Japonais. On ne peut pas, dans une population comme ça, qui est incapable de refaire de l'épargne, puisqu'ils sont à la retraite, ils sont vieux, donc qui est incapable de reconstituer de l'épargne, qui sont en train de la consommer à une vitesse effarante. Il faut savoir qu'en 2013, on est passé de 26% de la population japonaise à 31% de la population japonaise qui n'a plus aucune épargne financière. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont mangé. C'est tout. Ils l'ont mangé avec des prix qui ont explosé. Alors quand on voit que M. Abe, la seule chose qu'il ait en tête aujourd'hui, c'est de faire baisser le yen pour essayer de faire de l'inflation. Alors déjà c'est ridicule, on l'a montré dans un graphique. Que vous nous avez apporté et qui apparaît à l'image. Voilà, vous verrez au moment où le yen était à 130 contre $1, c'est-à-dire quand même 30% en dessous de ce qu'il est actuellement. Hein. Donc, je vous rappelle qu'on est à 102, 103. Quand il était à 130 contre $1, c'est là qu'on a eu le maximum de déflation. Donc, je ne vois pas très bien le rapport entre le niveau du yen et le niveau de l'inflation supposée de M. Abe. Et en plus, il cherche une inflation qu'il y a déjà, mais qu'il y a sur certains produits sur lesquels il ne devrait pas y en avoir. Et sur le reste des produits, évidemment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les coûts augmentent pour les entreprises exportatrices et qu'elles n'ont pas le choix, il faut qu'elles dégagent du personnel. Et la hausse de la TVA ne sert à rien. Ben non, c'est une aberration, c'est-à-dire que ça affaiblit une fois plus la demande. C'est appuyé sur la tête des gens, c'est tout. La TVA, c'est sur quoi? C'est essentiellement sur des biens de consommation. Quand vous n'avez déjà plus d'épargne et que vous avez des prix de l'alimentation ou de l'énergie qui ont flambé comme ça, vous vous recentrez à mon avis sur les prix de l'alimentation et de l'énergie. Et je n'ai pas regardé sur quoi était appliquée la TVA, si aussi elle était appliquée là-dessus. Mais si aussi elle était appliquée là-dessus, ça va peser sur la consommation, c'est tout. Point. On le voit bien, de toute façon, je veux dire, mais c'est même pas ça qui va provoquer la chose. On était déjà dans des chiffres qui étaient purement catastrophiques avant. Donc ils ne vont clairement pas s'arranger. Ce que vous envisagez, c'est un effondrement de l'économie nippone? Ah mais elle est effondrée, c'est le principe du zombie, c'est le mort-vivant le japonais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son économie, elle est cuite, archi-cuite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer, avec la dette qu'ils ont, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils vont vous la rembourser un jour. Bon, donc on continue dans cette espèce de fuite en avant, on attend incessamment sous peu que la BOJ en rajoute une couche, alors qu'on est déjà sur des montants de QE qui sont équivalents aux montants américains, avant le tapering, qui sont équivalents aux montants américains, et on sait pour une économie qui est le tiers des États-Unis.
Donc, et là, on vous dit tout va bien. Non, tout va pas bien. Les chiffres continuent à se dégrader. Les Japonais, ils continuent de vieillir. Alors certains se rassurent. Je pense que vous trouverez l'argument inepte en se disant mais oui, mais cette dette, elle est aux mains des Japonais et finalement, s'il se passe quelque chose dessus, ça ne sera pas si dramatique que ça. Non, c'est sûr, c'est la troisième économie du monde. On va la rayer d'un trait de plume et puis il va rien se passer. Tout va bien. Mais c'est aussi c'est le même raisonnement que les gens qui vous disent de toute façon la dette, on n'a qu'à la rayer d'un trait de plume et puis il va rien se passer. Mais la dette, elle est détenue par quelqu'un qui en a besoin parce qu'il a placé son épargne pour vivre, simplement pour vivre. Si demain vous lui dites vous n'avez plus rien, je doute que ça se passe bien. Voilà. Or, c'est la troisième économie du monde. Je pense qu'il va y avoir certains petits désagréments. Le carry trade, vous oubliez, quand vous avez la monnaie à zéro. Et puis, je vous rappelle quand même que les Japonais sont les troisièmes détenteurs au monde de trésoreries américaines. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais tout va bien se passer, ça va être super. Donc, un peu dans mon discours, si vous voulez, là, de croire que la crise financière majeure à venir ne sera pas pour les prochaines semaines, ne sera pas pour les prochains mois. Et encore une fois, c'est juste une question de comprendre mon gros bon sens à moi. C'est mon opinion que je partage avec vous, mais je pense que j'amène des points qui vont être quand même assez importants et que vous allez être en mesure de bien comprendre. Il y a eu une nouvelle, et là, suivez-moi bien parce que je vais faire un peu de pêle-mêle et à la fin, on va arriver avec un constat ensemble, tout simplement, qui vont vous permettre de bien comprendre mon processus de logique ici, mon processus de raison. Donc, il y a une nouvelle qui est sortie, qui n'est pas une surprise en ce qui me concerne la semaine dernière, qui concerne les Américains. Et pourquoi je reviens aux Américains? Parce que la perception globale, c'est que l'économie américaine est la plus forte au monde, alors qu'on a compris que les Chinois les ont déjà dépassés au niveau des chiffres. Mais tout ce que les Américains sont en train de vivre actuellement dans le contexte économique, dans leur propre poche à eux en tant que citoyens, on est en train de le vivre en Europe, puis on est en train de le vivre au Canada aussi. Donc, c'est important de faire le lien à travers tout ça. Donc, qu'est-ce qui a été sorti hier? 65% des ménages américains ont moins de 1 000 $ sur leur compte en banque, donc incapables de faire face à une dépense inopinée. Les fonds de retraite type, celui qui a versé aux salariés lors du départ à la retraite pour un solde d'un compte est de 12 000 $ américains. On ne va pas très loin avec ça pour une retraite, n'est-ce pas? La dette privée par ménage qui était de 9 300 $ américains en 1980 s'élève maintenant à 65 000 $, américains. Imaginez, sur une période de 35 ans, on est passé de même pas 10 000 $ à 6,5 fois plus. C'est énorme, donc le taux d'endettement des États-Unis. Et c'est la même chose au niveau des endettements des citoyens canadiens, probablement la même chose en France. Je n'ai pas sorti les chiffres en Europe, là, mais ça doit se ressembler aussi. Les 2/3 des diplômés de l'enseignement supérieur rentrent dans la vie active avec une dette moyenne de 26 000 $. Ça, c'est en plus de la dette moyenne de 65 000 privés du gouvernement en plus face aux dettes des privés sur le marché. Donc, c'est absolument aberrant de voir tout ça actuellement. Okay? Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Concernant la crise financière. Vous le savez, c'est inévitable que nous allons avoir les devises monétaires qui vont tomber à zéro. D'ailleurs, on est déjà dans la guerre des devises. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, vous le savez déjà. Mais il y a un contexte à comprendre ici qui touche les États-Unis puis qui touche tous les autres pays par la bande. Premièrement, vous avez actuellement aux États-Unis 30% de la population, c'est-à-dire environ 100 millions de population sur 337, okay, si mes chiffres sont exacts, là, population totale 337 millions, 100 millions de population qui vivent soit du chômage ou des timbres alimentaires. Donc, d'entrée de jeu, vous avez pratiquement 30% de la population qui a besoin de l'État pour survivre. L'autre phénomène qu'on veut ajouter à ça, c'est que 40% de la population active, donc 40% des gens qui travaillent pour l'État. Et plus les années avancent, plus on est en train de voir des emplois apparaître au niveau de l'État, au niveau du gouvernement,
pour pallier les pertes d'emplois dans le secteur privé. Donc, les entreprises qui engagent de moins en moins, que ce soit dans les petites, les moyennes ou même les grandes entreprises qui engagent de moins en moins. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Il crée de l'emploi. Le problème de ça, c'est que les emplois qui sont créés au niveau de l'État ne ramènent pas des revenus supérieurs face à la quantité de dépenses que le gouvernement a. Donc, vous comprenez que plus vous créez des moutons qui ont besoin de l'État pour pouvoir subvenir à leurs besoins, eh bien, vous créez des gens qui sont prêts à croire absolument n'importe quoi que vous allez leur dire pour pouvoir continuer de survivre et d'alimenter leur famille. Donc, vous avez déjà là 40% de la population active qui vit aux frais de l'État, qui ont besoin de l'État pour garder leur emploi, en plus des 100 millions additionnels qui sont déjà pauvres, qui, eux, ont besoin de l'État pour continuer de survivre. Imaginez, encore une fois, le contexte économique, social que l'on voit aux États-Unis actuellement, et ça représente supposément la plus belle, la plus forte des économies du monde en ce moment. On ne parle même pas de la Banque du Japon avec ses 250% de dette qui continue d'imprimer de la devise monétaire pour essayer de supporter l'économie qui est déjà morte. Et on ne parle pas non plus du contexte de la France, de l'Europe, de l'Allemagne et de tous les autres pays européens face à la Banque centrale européenne et Mario Draghi en tête. Et ça vient refléter en fait tout ce que l'on a vu dans le courant des derniers mois, voire des 2 dernières années. Et souvenez-vous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en avais parlé en 2014, en vous disant, dans l'économie, dans le contexte actuel, il va être important de reconnaître les entreprises qui vont bien se comporter en récession, en fait, dans une déflation, ce qu'on est en train de vivre. Et ce qui est sorti cette semaine, qui est absolument délicieux, et c'est là où cette indication-là ici, pour moi, signifie absolument tout de l'économie réelle. On n'a pas besoin de reconnaître toutes les autres nouvelles qu'on regarde ensemble à chaque semaine pour être capable de comprendre l'économie. Vous avez tout simplement à comprendre le gros bon sens de ce qu'on voit présentement. Et par le fait même, vous avez déjà une bonne image de où l'économie s'en va, quelle est la direction du marché. Donc, Merck, institution pharmaceutique, Bristol Myers, Pfizer ont sorti des résultats trimestriels à la hausse. Donc, les ventes de pilules sont en forte hausse. Tout ce qui est dépression, antidépresseurs, Viagra et ainsi de suite, fonctionne très bien avec des perspectives haussières en plus. Donc, ça peut être évidemment intéressant d'investir dans ces entreprises-là dans le long terme. Maintenant, quoi d'autre? Les entreprises de vente d'armes ont la cote en ce moment. Tout ce qui est relié à la marijuana au Canada, aux États-Unis, vous le savez, ça a la cote aussi. Et tout ce qui est relié aux producteurs d'alcool, les entreprises qui œuvrent, que ce soit les vignobles de vin, que ce soit dans les alcools un peu plus forts, les whisky et ainsi de suite, regardez le comportement au niveau des graphiques financiers des entreprises. Ce sont des entreprises en forte croissance actuellement. Et la dernière sphère, le dernier secteur d'activité que j'avais déjà mentionné en 2014, qui est en forte explosion, mais qui n'est pas mentionné ici dans la nouvelle que j'avais énoncée sur notre site Moneymaker Edge français, eh bien, c'est les entreprises de vente au détail spécialisées dans les très petits prix. Tout ce qui est à $1, exemple, les compagnies à rabais qui font très, très, très bien parce qu'encore une fois, les gens sont de plus en plus pauvres et se tournent vers ces entreprises-là pour pouvoir consommer leurs produits du quotidien. Donc, surveillez ça attentivement. Encore une fois, lorsque vous allez voir de vos yeux même les résultats concernant ces différents secteurs d'activité-là, vous comprenez très bien où l'économie s'en va dans un avenir rapproché. Donc, je vous souhaite un beau week-end. Si vous aimez vous partager, je compte sur vous. Plus on est de fous à comprendre, moins on se sent seul. Et par le fait même, je vous embrasse. On se reparle la semaine prochaine. À bientôt.